Reformuler la question sous... Oui, c'est bon. Donc, je peux reformuler la question sous forme donc, de sujet. Donc, si on vous donnait ce sujet, la philosophie est plus proche de la science qu'elle refuse d'être que de la religion qu'elle cherche à être. Et pour aborder ces types de sujets, il faut toujours associer la philosophie plus une discipline. Exemple, là, tu peux associer la philosophie et la science. Maintenant, et l'opposer avec la religion. Deuxième partie, tu opposes la philosophie et la religion et l'opposer avec la science. La philosophie peut aller avec la science, la philosophie peut aller avec la religion. Exemple, avec la science, on peut dire que philosophie et science sont des formes de rationalité. Philosophie et science se basent sur des démonstrations. Et philosophie et science aussi se basent sur un peu l'objectivité et la subjectivité. Exemple, c'est très dangereux d'enseigner à l'élève l'opposition entre la philosophie et la science. Pourquoi? Parce que si vous enseignez à l'élève, il y a opposition entre la philosophie et la science. Et un jour, vous lui dites que, est-ce que dans la science, il y a la subjectivité? L'élève va dire non. Parce que vous avez dit que la philosophie, elle est subjective, alors que la science, elle est objective. Et pourtant, dans la science, il y a la subjectivité. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous voyez, dans la science, il y a la subjectivité. Dans la science, il y a la critique, comme en philosophie. C'est pour cela qu'on a l'habitude de dire quoi? On a l'habitude de dire que les vérités d'aujourd'hui peuvent être des mensonges demain, si on se base sur la science. C'est ce que Karl Popper appelle la falsifiabilité. Donc, si vous regardez de trop près, il y a ressemblance entre la science et la philosophie. La philosophie, elle est subjective, mais la science aussi, il y a la subjectivité. La philosophie même, il y a l'objectivité. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, pour étudier un sujet de dissertation, il faut l'étudier de manière objective. Il ne faut pas imposer le sujet, il faut laisser le sujet vous guider. Ça, c'est l'objectivité. Donc, vous voyez, donc, il y a ressemblance entre la philosophie et la science. Mais aussi, il y a ressemblance entre la philosophie et la religion. Exemple, je peux vous dire, philosophie et religion sont des formes de spiritualité. Si, la philosophie est une forme de spiritualité, la religion est une forme de spiritualité. Mais certes, la spiritualité philosophique est un peu laïque. Tel n'est pas le cas pour la spiritualité religieuse. Mais ces deux sont des formes de spiritualité. Et ces deux ont en commun de se baser sur l'abstraction. C'est pour cela Arthur Schopenhauer disait que l'homme est un animal métaphysique et Henri Bergson disait que l'homme est un animal religieux. L'homme est un animal métaphysique et l'homme est un animal religieux. Il n'y a pas de différence. Donc c'est pour vous montrer aussi qu'il y a un rapport entre la philosophie et la religion, comme aussi il y a un rapport entre la philosophie et la science. Mais la discipline la plus proche, c'est la science, parce que la philosophie et la science étaient ensemble. Mais la religion, la philosophie était servante de la théologie. Est-ce que vous avez compris? Mais cela n'empêche, il y a proche. Pourquoi? Parce que la philosophie est réfléchie sur les deux. La philosophie réfléchit sur la religion, c'est ce qui a donné la théologie. La théologie, c'est la réflexion philosophique sur la religion. La philosophie réfléchit sur la science, c'est ce qui a donné l'épistémologie. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Est-ce que vous avez compris? Mais il y a ressemblance. Allez-y, oui. Dans le sujet, est-ce qu'on peut faire des synthèses? Parce que vous nous dites que nous devons opposer la philosophie oui. Et la philosophie de la religion. Oui. Pour ces genres de sujets, peut-on faire des synthèses? Peut-on faire une synthèse? Synthèse, oui. La synthèse, comme en philosophie, la synthèse, elle est facultative. Je ne sais pas si on vous a enseigné ça au niveau de la méthodologie. La synthèse, elle est facultative. On peut la faire, on peut ne pas la faire. Ce qui est obligatoire en dissertation philosophique, c'est la thèse et l'antithèse. Mais la synthèse, elle est facultative. Et la synthèse, il faudra faire très attention. Parce que la synthèse, elle est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut dépasser la thèse et dépasser l'antithèse. C'est ça qu'on appelle la synthèse. Exemple d'abord, que signifie la thèse? Thèse, ça vient du mot latin thésis, qui signifie action de poser, l'affirmation du sujet. Raison pour laquelle, pour la thèse, ne cherchez pas loin, c'est le sujet. C'est le sujet qui vous donne la thèse. Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Antithèse, ça vient du mot latin anthésis, qui signifie action d'opposer, de nuancer ce qu'on avait posé. C'est bon? Et synthèse, ça vient du mot synthesis, qui signifie action de mettre ensemble.
Donc, vous voyez. Donc, la synthèse, elle est facultative. On peut la faire, on peut ne pas la faire. Et même, il y a des élèves, ils ont des problèmes au niveau de l'antithèse. Au niveau de l'antithèse, il faut faire très attention. Exemple, je vous avais donné tout de suite un sujet. Parfois, il faut expliquer en wolof pour que les élèves puissent comprendre. Sujet de dissertation, Fatou, est-ce que jigen bu bon la? Point d'interrogation. C'est bon? Fatou, est-ce que jigen bu bon la? Point d'interrogation. C'est bon? Au niveau de la thèse, on va défendre quelle idée? Fatou? Jigen bu? Fatou, jigen bu bon la, certes. Mais soyez argumenté, qu'est-ce que vous allez dire? Fatou, su nekkee ne day naan, argument la. Su nekkee ne day tux, argument la. Su nekkee ne day dox guddi, argument la. Su nekkee dafa mën teesante, argument la. Su nekkee mënul togg, argument la. Loolu yëpp nag soo ko boolee, kon jigéen bu bon la. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, teesante, ñàkk mën a togg, tout ça, on sous-entend des arguments. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça. Maintenant, antithèse, on va défendre quelle idée? Fatou de, vous suivez? Fatou de, ñëpp jàpp nañ ne jigéen bu bon la. Non, non. Soo ne bu baax la rek, c'est opposition frontale. Toujours, il faut reprendre, il faut accepter la thèse et nuancer. Fatou de jàpp nañ ne jigéen bu bon la. waaye nag gisoon naa ko muy def lii. Est-ce que loolu du lu baax? Ba léegi nag waxoo ne Fatou dafa baax, mais am na lu mu def lu baax. C'est ça qu'on appelle antithèse. Mais nag Fatou jigéen bu bon la, waaw jigéen bu bon la. ñëw rek antithèse, Fatou dafa baax ba bokk baax. Ça, il y a un problème. Ça, ce n'est pas une antithèse. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, antithèse, c'est nuancé. Maintenant, c'était pour vous répondre. Ça, c'est une révision. Parfois, on peut parler des autres trucs. Maintenant, là, la synthèse, elle est facultative. On peut la faire, on peut ne pas la faire. Est-ce que vous comprenez? Mais vous pouvez poser des questions dans n'importe quelle partie. Hein? Oui. Ok, maintenant c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc pour la thèse, on peut cumuler philosophie plus science. N'est-ce pas, vous comprenez? Maintenant tu isoles la religion. Ça peut être. C'est bon? Maintenant ça c'est la première partie. Deuxième partie, on peut avoir ça aussi. On peut toujours, la philosophie elle reste. On peut avoir la philosophie. C'est bon jusque là? Tu cumuler avec la religion et tu isoles la science. C'est comme ça qu'on traite. S'il y a trois. Mais on ne peut pas parler les trois à la fois. Est-ce que vous comprenez? Si vous cumulez philosophie et science, vous pouvez dire la philosophie et la science sont des formes de rationalité qui s'opposent à la religion, qui n'est pas forme de rationalité. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez aussi cumuler ici philosophie et religion en disant que philosophie et religion sont des formes d'esprit, contrairement à la science qui se base sur l'objectivité et la rationalité. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'il faut aborder. Est-ce que tu as compris? D'autres questions? Oui? Peut-on dire que la philosophie est une fosseuse de certitude? Oui, fosseuse de certitude, ça veut dire qu'en philosophie, on cherche à détruire les certitudes. On cherche à critiquer les certitudes. Ça sera la philosophie comme activité de réflexion critique. Fosseuse, ça veut dire ce qui enterre, le fait d'enterrer les certitudes. Mais ici, le sens, c'est le fait de remettre en cause, c'est le fait de ne pas accepter les certitudes. N'est-ce pas, vous comprenez? Très bien. Maintenant, si vous traitez ce sujet, au niveau de la thèse, vous montrez que la philosophie est une réflexion critique. Philosophie revient à déconstruire. Et aussi, il y a des mots synonymes de critiquer. Si dans un sujet, on vous parle de démolition, c'est la critique. Si dans un sujet, on vous dit, en philosophie, il faut déconstruire pour reconstruire, c'est la critique. Si on vous dit, en philosophie, il faut repartir de zéro, c'est la critique. Si on vous dit, en philosophie, il faut renaître intellectuellement, c'est la critique. Si on vous dit aussi, en philosophie, il faut douter, c'est critiquer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au niveau de la thèse, il faut montrer la philosophie comme activité de réflexion critique en montrant que pour le philosophe, les idées bien faites sont toujours mal faites. Et le philosophe, il est là pour remettre en cause les idées.
déjà reçues ou bien les évidences de la faute. Maintenant, antithèse, vous allez montrer quoi? Vous pouvez dire que si le philosophe critique les vérités, c'est pour se libérer. C'est pour se libérer de quoi? C'est pour se libérer de la fausseté. Et c'est pour se libérer des mensonges. On peut parler dans l'antithèse de la philosophie comme activité de libération. Toujours, finalité de la critique, c'est la libération. Est-ce que vous comprenez? Ça sera la libération. La philosophie comme activité de libération. Il ne faut pas oublier, on vous avait parlé dans le domaine 2, la philosophie est une réflexion libre, libérée et libératrice. Ça veut dire que donc la philosophie libère. Finalité de la critique, c'est pour se libérer. Si on critique, c'est pour se libérer des mensonges. Maintenant, si c'était la synthèse, vous allez même dire que la philosophie elle-même se base sur une certitude. Vous voyez la synthèse? La philosophie elle-même se base sur une certitude. Qui peut me montrer que la philosophie elle-même se base sur une certitude? Vous voyez? Synthèse, c'est le fait de dépasser la thèse et l'antithèse. Pour montrer que la philosophie se base elle-même sur certitude, c'est très facile. Tous les philosophes se sont tombés d'accord sur l'idée selon laquelle la raison est au-dessus de tout. Vrai ou faux? Est-ce que ça, ce n'est pas une certitude? Ça, c'est une certitude. Et ça existe en philosophie. Tous les philosophes se sont tombés d'accord sur une idée. Quelle est cette idée? La raison est au-dessus de tout. Rien n'est au-dessus de la raison. Et seule la raison peut nous permettre d'accéder à la vérité. Est-ce que ça, ce n'est pas une certitude en philosophie? C'est comme ça qu'il faut argumenter. Et pour faire la synthèse là, il faut être fort en philo. C'est pour cela, moi, j'ai l'habitude de dire à mes élèves de se baser seulement sur la thèse et l'antithèse. Mais si on vous donne un sujet et que vous voyez que vous pouvez faire la synthèse, allez-y. Mais si vous ratez la synthèse, le correcteur, il ne dira pas que l'élève a très bien traité la thèse et l'antithèse. C'est que de faire une synthèse, le prof, il ne raisonne pas comme ça. Il va comptabiliser les trois parties. Donc si vous ne voyez pas de synthèse, laissez. Au niveau de la problématique, si vous parvenez à avoir deux questions, au niveau du plan, vous pouvez dire, dans un premier temps, nous allons voir, et dans un second temps, vous avez déjà posé les questions. Raison pour laquelle parfois c'est confondu, les deux sont confondus, problématique et plan. Raison pour laquelle une bonne problématique peut refléter un très bon plan. Donc pour cela, si vous avez deux questions comme problématique, au niveau de votre plan, il faut avoir des affirmations et non maintenant des questions. Oui, reformulation du sujet, ça dépend. Comme poser le sujet aussi, ça dépend. Exemple, il y a des introductions. Tu peux poser le sujet, tu peux reformuler le sujet et dégager la problématique. Il y a des introductions aussi. On peut ne pas poser le sujet. D'ailleurs, même on a l'habitude de vous dire au niveau de la méthodologie, si le sujet est long, vous pouvez reformuler. Si vous posez le sujet, vous risquez d'avoir une introduction kilométrique. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reformuler directement. Après reformulation, vous dégagez la problématique. La problématique, c'est le fait de poser des questions qui englobent le sujet. Fatou, est-ce que Jigen Boubon là? Vous dites, si on voit Fatou en train de faire telle chose, ne peut-on pas alors dire que Jigen Boubon là? Si, etc., ça veut dire que c'est le fait de poser des questions qui peuvent nous permettre de circonscrire le sujet. Et après, vous dégagez le plan. Le plan, c'est la démarche que vous allez adopter dans le développement. Est-ce que vous avez compris? Pourtant, c'est très facile à comprendre. Oui. Oui. On a déjà dit que ce que nous appelons l'antithèse, ce n'est pas la négation systématique de la thèse. Vous venez de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui pensent qu'une fois qu'on dit dans la thèse oui, forcément dans l'antithèse on doit dire non. Comme par exemple, quand je dis mon ami dans l'antithèse, quand je dis bon, mon ami est très beau, dans ce cas je dois conserver ce que j'ai dit dans la thèse et je la dépasse. Très bien, très bien. C'est pour cela que je vous dis antithèse, il faut accepter la thèse et maintenant vous allez au-delà de la thèse. C'est ça qu'on appelle. Mais frontalement, ça c'est mauvais. Ça veut dire que la philosophie est utile, automatiquement la philosophie n'est pas utile. Ça c'est interdit. Est-ce que vous avez compris? Pourtant, dissertation c'est comme mathématiques. Il y a une logique. Il y a une logique. Mais toujours, avant, il faut faire un travail préparatoire. Mais il y a une logique. Un autre, les autres qui n'ont pas encore parlé. Oui, là-bas.
Oui, si on a un sujet qui parle de liberté, qui parle d'individu et qui parle de religion, mais il faut définir les termes clés. Après, vous les termes clés, liberté, individu et religion. Après, vous regardez le sens du sujet et vous les mettez en rapport. N'est-ce pas? Maintenant, si c'est domaine 2, c'est plus facile. Domaine 2 pour amener le sujet. N'importe quel sujet sur domaine 2, pour amener le sujet, c'est plus facile. Exemple, dans domaine 2, pour amener le sujet, vous pouvez toujours commencer par l'homme. J'ai l'habitude de dire ça à mes élèves. L'homme, tout simplement. L'homme. Exemple, je vous donne un sujet. L'obéissance implique-t-elle la liberté? C'est bon? L'obéissance implique-t-elle la liberté? Amener le sujet, tu peux dire biologiquement l'homme est un animal, mais l'homme se distingue de l'animal par sa raison. C'est cette raison qui lui a permis de réfléchir sur la liberté. Est-ce que vous n'êtes pas à l'intérieur du sujet? Si, c'est vite fait. C'est vite fait. On vous donne un sujet qui parle de langage, la même chose. Biologiquement, l'homme est un animal, mais l'homme se distingue de l'animal par la raison. C'est cette raison qui lui a permis de parler. C'est dans ce sens qu'on définit l'homme comme un animal parlant. Vous êtes à l'intérieur du sujet. Vite fait. Maintenant, à partir de ça, c'est fini. Maintenant, si vous ne pouvez pas définir les termes clés, mais toujours aussi, s'il y a des termes, vous pouvez les définir pour amener le sujet. C'est bon? Oui, là-bas. Très bien. L'analyse, ça sera la thèse. La discussion, ça sera l'antithèse. Maintenant, si on vous dit analyser, ça veut dire diagnostiquer, vérifier. On sous-entend le fait d'argumenter. Et discuter, ça sera l'antithèse. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Maintenant, si vous voulez aussi, on entre à l'intérieur des leçons, les autres leçons. Mais de toute façon, il y aura une très grande synthèse. Ça, c'est révision. Oui, d'autres choses, oui, allez-y. Si on donne on dit que la philosophie s'engage. Seulement. Oui, philosopher, j'avais donné ça avant-hier à mes élèves. Philosopher est s'engager. Philosopher est s'engager. Il faut essayer de comprendre l'engagement si c'était dans le domaine littéraire. Dans le domaine littéraire, que signifie engagement? Que signifie engagement? Oui? Prendre position, etc. Maintenant, en philo, il y a l'engagement. Et pour cela, il faut se baser sur la leçon enjeu, finalité et perspective. Enjeu, finalité et perspective. Le philosophe, il est engagé comme le littéraire. Le philosophe, lui, il n'est pas déconnecté des problèmes que rencontre sa société. Le philosophe, il se soucie des problèmes que rencontre sa société. Et il cherche à changer. Il ne faut pas oublier, lorsqu'on avait condamné à mort Socrate, Platon était en Italie. Il a resté là-bas 4 ans. De retour, il voulait changer la politique en Grèce. C'est parce qu'il disait quoi? Vous avez condamné la personne la plus juste d'Athènes. Et raison pour laquelle il disait, pour qu'il y ait la justice dans la cité, il faut que les philosophes deviennent des rois ou que les rois deviennent des philosophes. Ça c'est le langage, ça c'est l'engagement. Donc en philo, il y a l'engagement. Exemple, le philosophe aussi est là pour s'enquérir des problèmes de sa société. Mais l'homme du sens commun, il pense que le philosophe, il est là, il théorise, mais il s'inquiète des problèmes que rencontre sa société. C'est ça qu'on appelle s'engager. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est ça qu'on appelle l'engagement. Et même, regardez si vous prenez la philosophie africaine. Mais il y a l'engagement. Prenez Cheikh Anta Diop. Il ne cessait de défendre que l'Afrique a une philosophie. Ça c'est l'engagement. Il défendait quoi? Il défendait son pays. Donc ça, tout ça c'est l'engagement. Oui? Ce sujet. Oui, certes, tu peux nuancer. Exemple, si vous dites philosopher, c'est s'engager. Antithèse, on peut nuancer en disant quoi? On peut philosopher sans autant s'engager. On peut faire autre chose que l'engagement.
si on philosophe, cela ne veut pas dire qu'on doit toujours maintenant être là pour défendre. On peut faire autre chose que le fait de défendre. On peut même guérir les hommes de leur maladie qu'on appelle l'ignorance. On peut faire ça. On peut aussi pousser la personne à avoir une vie heureuse, l'ataraxie, en parlant de l'épicurisme et le stoïcisme. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Donc vous pouvez avoir cela. Un autre. Les autres qui n'ont pas encore parlé. Oui, allez-y. Oui. Rapidement, oui. Un peu fort. Mais liaison, vous suivez, introduction, amener le sujet et problématiques sont liées. Problématiques et plans sont liés. Raison pour laquelle parfois même on vous interdit, si vous recopiez l'introduction, de ne pas aller à la ligne. Il faut les écrire sous forme de bloc. Sous forme de bloc. Et aussi dans l'introduction, on ne détaille pas. En wolof, introduction, moi junju. Non, moi junju, introduction. Développement, moi leral. Conclusion, moi tenk. Pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous comprenez? Introduction, moi junju. Développement, moi leral. Conclusion, moi tenk. Maintenant, si je vous dis, vous suivez, on continue. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'il y a des élèves, ils passent leur temps à développer dans l'introduction, on ne développe pas. Junju la rek, junju. Développement mom leral li nga mëna leral. Conclusion tënkal. C'est ça la dissertation en wolof. Maintenant, si vous prenez l'introduction, tu ne dois pas séparer les parties. Exemple, je vous donne une introduction oralement. Exemple, philosopher est critiquer. Amener le sujet. Je peux dire la philosophie peut être définie comme une entreprise faite de doutes, d'étonnement et de remise en question. Ainsi, elle est une activité qui marque une rupture par rapport aux vérités déjà établies. C'est dans ce sens que s'inscrit le sujet. Je pose le sujet. Philosopher est critiquer. Autrement dit, en d'autres termes, la reformulation, philosopher est nier les vérités déjà établies. Problématique. Dès lors, philosopher philosopher est seulement critiquer. La philosophie n'a-t-elle pas d'autre vocation en dehors de critiquer? Pour cerner ces interrogations, il conviendra de montrer dans un premier temps la philosophie comme activité de réflexion critique et dans un second temps, voir les autres fonctions de la philosophie. Pourtant, ça, c'est une introduction. Donc, vous voyez, c'est lié. Et il n'y a pas de séparation. Si la problématique est posée sous forme de question, ce n'est pas la peine de le faire au niveau du plan. Non, au niveau du plan, il faut avoir des affirmations. C'est ça qu'on appelle plan littéraire. Maintenant, attention, domaine 2, la majeure partie du temps, tu peux avoir problématique sous forme d'affirmation. Exemple, je vous dis, l'État confisque-t-il les libertés individuelles? Ou bien l'État aliène-t-il les libertés individuelles? Problématique. Ce sujet nous invite à réfléchir sur le rapport entre l'État et la liberté. Ça peut être problématique. S'il y a deux notions, ça peut être problématique. Ce sujet nous invite à réfléchir sur le rapport entre État et liberté, ou bien sur le rapport entre la science et la philosophie. Si vous dites rapport, c'est parce qu'il y a beaucoup de rapports à l'intérieur. Ça peut être sous forme de problématique. Comme aussi, tu peux avoir des questions. Est-ce que vous comprenez? Mais toujours, si vous avez deux questions comme problématiques, mieux vaut avoir un plan sous forme d'affirmation dans un premier temps et dans un second temps. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, c'est très facile. Mais tout ça, c'est le fait de lire et comprendre le sujet pour ne pas faire hors sujet. Si vous faites hors sujet, si vous respectez la méthodologie aussi, donc cela ne va pas vous servir grande chose. Oui? Pourquoi on nous dit que la philosophie est née du mythe et contre les mythes? Oui, ça c'est Jean-Pierre Vernant. C'est Jean-Pierre Vernant qui disait que la philosophie est née du mythe et contre le mythe. La philosophie est née du mythe et
et contre le mythe. Et conjonction de coordination et conjugué auxiliaire. Maintenant, la philosophie est née du mythe parce que l'explication mythique a engendré une réflexion philosophique. Si ce n'était pas le mythe, est-ce qu'on allait parler de la philosophie? Ça veut dire que donc, la philosophie a des rapports avec le mythe. L'explication mythique a poussé les gens à réfléchir de manière philosophique. Mais aussi la philosophie est contre le mythe. Pourquoi? Parce que philosophie et mythe ne peuvent pas aller ensemble. Mais aussi la philosophie est née du mythe. Tu peux même donner Platon. Il y a des philosophes qui ont utilisé le mythe pour rendre accessible leur philosophie. Comme tout de suite ce que je vous expliquais, l'allégorie de la caverne. Ça, c'est l'explication mythique, vrai ou faux? Donc, pourtant, il y a des philosophes comme Platon, il l'a utilisé pour rendre accessible sa philosophie. C'est pour cela que Jean-Pierre Vernal disait que la philosophie est née du mythe et est contre le mythe. C'est bon? D'autres questions? Oui? La démarche de la raison exclut-elle tout recours à la foi? Oui, la démarche de la raison exclut-elle tout recours à la foi? On peut avoir comme thèse, la démarche de la raison peut exclure la foi, comme thèse. Mais ici, le problème est qu'il y a des élèves, vous leur donnez ça, c'est bien. Il y a des élèves, vous leur donnez foi et raison. Salam alaikum, introduction. La philosophie et la religion, il y a problème. Mais ici, il faut définir quoi? Il faut définir foi et définir. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il faut étudier les sujets de manière objective. Il ne faut pas imposer le sujet. Il faut laisser le sujet vous imposer. Il ne faut jamais voir foi et raison. Automatiquement, vous dites la philosophie et la religion. Commencez à définir la raison, vous définissez la foi. Maintenant, à partir de là, dans l'argumentation, vous pouvez montrer que si on me parle de la raison, je peux faire allusion à la philosophie. La foi, je peux faire allusion à la religion. Comme aussi, je peux faire allusion à la science. Si on me parle de raison, comme aussi je peux faire allusion à l'explication mythique si on me parle de foi. C'est bon? Maintenant, antithèse, tu peux montrer que foi et raison peuvent marcher la main dans la main, peuvent ne pas s'exclure. C'est bon jusque-là? Et il y a des élèves qui n'ont pas encore parlé. Là-bas au fond. Quelle est la place de la philosophie dans un monde dominé par la science? C'est bon? Dans un monde dominé par la science, la philosophie a toujours sa place. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, gardez ça en tête, il ne faut pas oublier que si on vous parle de utile, il y a deux utiles. Il y a l'utile théorique et il y a l'utile pratique. Entre les deux, où se situe la science? La science se situe dans l'utilité pratique. Mais il ne faut pas oublier, il y a l'utilité théorique. C'est ce qui a poussé Herbert Marcuse à dire « La philosophie ne change pas le monde, mais change la conscience des hommes qui vont changer le monde. » Changer la conscience de quelqu'un, c'est théorique ou bien c'est pratique? C'est théorique. Et la science, elle ne peut pas changer la conscience de quelqu'un. Donc vous voyez, même si aujourd'hui l'humanité a accordé toute sa confiance à la science et non à la philosophie, cela ne veut pas dire que la philosophie doit disparaître, mais la philosophie, elle aura toujours sa place dans la société. Exemple, quelqu'un qui a été trahi, il veut se suicider. La science ne peut pas l'aider. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Quelqu'un qui a été trahi et il veut se suicider. Il marche pour aller se suicider. Il marche pour demander la mort. La science ne peut pas l'aider. Ah, la science, si la science l'aide, ça sera l'euthanasie. Si la science l'aide, ça sera l'euthanasie. N'est-ce pas? Vous savez ce qu'on appelle l'euthanasie? L'euthanasie, c'est le fait d'adoucir la souffrance des malades en leur donnant la mort. Ou encore, si vous êtes fatigué de vivre, vous marchez lentement jusqu'à l'hôpital, vous demandez la mort, on te donne la mort. C'est ça qu'on appelle l'euthanasie. Et il y a des pays qui l'appliquent. C'est le fait de mourir dignement. Peut-être la science peut vous tuer dignement. Mais s'il s'agit, le fait de faire ce qu'on appelle dans notre langage, aral, pour que la personne puisse changer, ça la science ne peut pas. C'est la philosophie qui va faire ça. Donc c'est pour vous montrer que donc, la philosophie a toujours sa place. Pourquoi? Parce que la philosophie renferme une utilité qui est l'utilité théorique. Et aussi, dans la vie, l'homme n'a pas seulement besoin de matériel. L'homme a besoin de spiritualité. Et ça, c'est la religion et la philosophie. Exemple, si je vous posais la question, que vaut la peine d'avoir une belle maison?
Que vaut la peine d'avoir une belle voiture? Que vaut la peine d'avoir une belle femme ou bien un beau mari? Mais l'homme n'a pas besoin seulement de ça. L'homme aussi a besoin de poser des questions sur le sens de la vie. Et cette question n'est pas du registre scientifique. Ça, c'est la philosophie. Donc, raison pour laquelle, même si la science nous donne tout, la philosophie est toujours d'actualité. Et l'homme n'a pas seulement besoin de matériel, mais l'homme aussi a besoin d'autres choses. La science peut nourrir le corps, mais la science ne peut pas nourrir l'esprit. Et nous, on a besoin de nourrir l'esprit. Mais malheureusement, il y a des gens, ils pensent que la vie, c'est manger, boire, dormir, se faire des enfants. Il y a des gens, ils pensent que la vie, c'est ça. Manger, boire, dormir, se faire des enfants. Et au-delà de ça, il y a quoi? Il y a la vie de l'esprit. Donc la vie de l'esprit, ça n'émane pas du registre scientifique. Un autre. Mais les autres leçons, il faut les poser, oui. Le danger est? Le danger de l'extinction de la philosophie n'a jamais été de la philosophie et de la science. Oui, là, il faut montrer que la philosophie a tendance à disparaître. Aujourd'hui, la philosophie a tendance à disparaître. Pourquoi? Parce que la science a accaparé tous les domaines. Domaine de connaissance, il y a la science. Dans tous les domaines, il y a la science. À partir de là, on peut alors dire que la philosophie, ce que vous dites, c'est ça qu'on appelle l'expression, doit déclarer son oraison funèbre. La philosophie doit déclarer son oraison funèbre. Funèbre comme ça. La philosophie doit déclarer son oraison funèbre. Ça veut dire que la philosophie doit signer sa disparition. Donc à partir de là, on sous-entend que donc, devant la science, la philosophie, elle n'a pas d'importance. Maintenant, je vais vous donner des techniques pour critiquer la philosophie et des techniques pour critiquer la science. Pour critiquer la philosophie, c'est très facile. Convoquer l'homme du sens commun, convoquer la science et convoquer les maîtres du soupçon. C'est fini. Et vous aurez assez d'arguments pour critiquer la philosophie. J'ai dit convoquer l'homme du sens commun, comparer la philosophie et la science et convoquer les maîtres du soupçon. Ça, c'est critiquer la philosophie. Pourquoi vous convoquez l'homme du sens commun? C'est l'homme du sens commun qui a l'habitude de dire la philosophie est une vaine spéculation, la philosophie est un vain bavardage, la philosophie c'est de radotage sénile, les philosophes doivent disparaître. Même l'homme du sens commun arrive jusqu'à poser une question. Entre le philosophe et le plombier, lequel peut vous servir au quotidien? Entre le philosophe et le plombier, lequel peut vous servir au quotidien? Et l'homme du sens commun, il dit, le plombier peut réparer, mais le philosophe, si vous l'amenez, il parlerait. N'est-ce pas, vous comprenez? Maintenant, c'est pour montrer que donc, pour l'homme du sens commun, la philosophie, elle est inutile. Vous comparez, vous amenez la science et comparez la science avec la philosophie. Là, vous montrez que la science nous donne tout. Aujourd'hui, la science nous donne des matériels. Grâce à la science, on peut voyager facilement, etc., etc. Et la philosophie, elle ne peut pas faire ça. Vous disqualifiez la philosophie. Et enfin, vous terminez par les maîtres du soupçon. Qui sont les maîtres du soupçon? Nietzsche, Karl Marx et Freud. On les appelle les maîtres du soupçon. Pourtant, ils sont des philosophes et ils critiquent la philosophie. C'est pour cela qu'on vous dit que la philosophie est une discipline noble. Pourquoi? Parce que la philosophie se critique elle-même avant de critiquer les autres modes d'approche du réel. Et c'est Nietzsche qui traitait de Socrate de théorétique. Ouais. C'est Karl Marx qui disait que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières. Il s'agit maintenant de le transformer. C'est Nietzsche aussi qui traitait aussi, qui disait que la philosophie était une jeune fille vierge et j'ai déviergé cette jeune fille. Donc c'est pour montrer que donc eux, ils critiquent la philosophie. N'est-ce pas, vous comprenez? Oui, les autres. Oui. Est-ce que les hommes ont-ils besoin d'être gouvernés? Oui, est-ce que les hommes ont-ils besoin d'être gouvernés? Donc là, cette question nous plonge l'État. Si vous dites les hommes ont besoin d'être gouvernés, là il faut convoquer l'état de nature. Et vous convoquez Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nous dit, dans l'état de nature, donc l'état de nature, il faut comprendre le passage de l'homme de l'état de nature à l'état social.
L'état de nature était un état primitif, un état sauvage, où vivaient les hommes avant la naissance de la société. Et Hobbes dit, dans l'état de nature, l'homme était un loup pour l'homme. Et il l'a dit en latin, homo hominus lupus. Ça veut dire que donc les hommes faisaient la guerre, il y avait la loi du plus fort. Il y avait la guerre de tous contre tous. Maintenant, si on laisse les hommes s'entretuer, à un moment donné, la race humaine va disparaître. Pour empêcher la disparition de la race humaine, si on se base sur Hobbes, c'est ce qui a poussé les hommes de quitter l'état de nature pour accéder à l'état social. Et l'état social, Hobbes l'appelle pacte d'association. Et Hobbes dit, pour éviter l'éclatement de ce pacte d'association, tous les hommes doivent confier leur force à quelqu'un qui est une personne morale qu'on appelle le Léviathan. Et le Léviathan, c'est l'État. À partir de là, on doit gouverner l'homme. Pourquoi? Parce que naturellement, l'homme est méchant. Et l'homme est capable de montrer sa méchanceté toutefois qu'il en trouve l'occasion. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le contrecarrer. Et pour le contrecarrer, il faut dresser des barrières. Et les barrières, c'est le fait de le gouverner. Est-ce que vous avez compris? Donc vous pouvez commencer par l'état de nature. C'est bon? Vous pouvez aussi montrer que les hommes sont animés par deux sentiments différents. L'insociabilité et la sociabilité. L'insociabilité est une force qui pousse l'homme à s'isoler pour satisfaire ses intérêts égoïstes. Et la sociabilité est une force qui pousse l'homme à s'associer avec ses semblables. Mais si on laisse la société comme ça, la société va éclater. Parce qu'il y a des gens sociables, les autres sont insociables. Si on laisse la société peut éclater. Pour empêcher l'éclatement de la société, il faut qu'il y ait l'État. Donc, raison pour laquelle on a l'habitude de dire que l'État est là pour préserver la paix et la sécurité et garantir l'ordre et la sécurité et aussi permettre aux gens de circuler et aussi de protéger les biens des personnes. Donc, on peut alors dire que l'homme a besoin d'être gouverné. C'est bon? Maintenant, on peut nuancer en montrant que est-ce que réellement l'homme a besoin d'être gouverné? Là, il faut amener la critique. Et pour amener la critique, vous convoquez les marxistes et les anarchistes. Pour les marxistes, comme Karl Marx qui disait que l'État est un instrument de domination d'une classe sur une autre classe. C'est la classe des VIP. Moi, je l'appelle la classe des VIP et la classe des guédebey. La classe des VIP, ça veut dire la classe des bourgeois. Et la classe des guédebey, ça veut dire la classe des prolets. C'est les bourgeois qui exploitent les... Très bien. C'est pour cela il dit que l'État est considéré comme pouvoir d'oppression. Donc l'État doit disparaître. Vous convoquez les anarchistes. Les anarchistes, quelle est la devise des anarchistes? La devise des anarchistes. La devise des anarchistes, c'est ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. C'est absence de gouvernement. Ni Dieu, ni maître. Ça, c'est la devise des anarchistes. Ni Dieu, ça veut dire qu'ils ne veulent pas être gouvernés. Parmi les anarchistes, le plus célèbre, c'est Pierre-Joseph Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon, il est le patron des anarchistes. Il est un Français. C'est lui qui disait, être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé par des êtres qui n'en ont ni la science, ni le titre, ni la vertu. Être gouverné, c'est être gouverné par des incapables. Raison pour laquelle il ne voulait pas être gouverné. Il prônait l'anarchisme. Il y avait aussi ce russe qu'on appelle Bakounine, Michel Bakounine. C'est lui qui disait que l'État est un immense cimetière d'où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. Et il y a aussi Nietzsche qui est un anarchiste qui disait l'État est le plus froid des monstres froids, il ment froidement et voici le mensonge qui échappe de sa bouche. Moi l'État, je suis le peuple, c'est un mensonge. Tout ce que l'État vous dit, il ment. Tout ce que l'État a, il l'a volé et l'État ment dans toutes les langues. Ça c'est Nietzsche. Donc lui aussi il est un anarchiste. Donc à partir de là, on peut dire qu'on peut ne pas être gouverné. N'est-ce pas, vous comprenez? Oui, là-bas, oui. Allez-y.
Non, non, avec l'inconscient, l'homme, il n'est pas responsable. Maintenant, l'inconscient, exemple, si on se base, vous suivez, si on se base sur Freud. Freud a dit que si la conscience est un lac, l'inconscient est un océan. Autrement dit, c'est l'inconscient qui détermine notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière d'aimer, notre manière de ne pas aimer. À partir de là, on peut alors dire que l'homme est déterminé par l'inconscient. Si l'homme est déterminé par l'inconscient, l'homme n'est pas libre et aussi l'homme n'est pas responsable. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que ces trois-là vont ensemble. Il ne faut jamais l'oublier. La conscience implique la responsabilité et la responsabilité implique la liberté. C'est bon? Si vous mettez ici inconscient, vous n'allez plus mettre ici responsable, vous n'allez plus mettre liberté. C'est bon? Donc la conscience implique la responsabilité et la responsabilité implique la liberté. Je vais vous démontrer ça. D'abord la conscience. Si vous prenez deux espèces, espèce animée et espèce inanimée. Espèce inanimée, une tuile qui tombe et blesse un passant. Est-ce que cette tuile est consciente qu'elle est en train de faire du mal? Non. Parce qu'une tuile est une chose. Être animé. Un âne qui saccage un jardin, est-ce que l'âne est conscient qu'il est en train de faire du mal? Non. Un homme qui attend jusqu'à 3h45, il débarque dans une maison pour voler. Est-ce que l'homme est conscient qu'il est en train de faire du mal? Oui. C'est pour vous dire que l'homme n'est pas une chose parmi les choses, encore moins un animal parmi les animaux. Pourquoi? Parce que l'homme, il est un être conscient. Comme l'homme, il est un être conscient, c'est pour cela on le juge. Pourquoi? Parce qu'il est responsable de ses actes. Au moment où il débarque à 3h45 dans la maison, il pouvait ne pas débarquer. S'il débarque, il est responsable. Vous comprenez? Donc, raison pour laquelle conscience implique responsabilité et responsabilité implique la liberté. Le fou, il est conscient ou bien il est inconscient? Inconscient. Mais il est raisonnable. Le fou, il a perdu tout sauf là. On vous a enseigné individu et société. Avec quoi? Avec marginalité déviant et la folie. N'est-ce pas? On vous a enseigné que le fou, il a perdu tout sauf la raison. Donc le fou, il n'est pas conscient. C'est pour cela il n'est pas responsable. C'est pour cela il n'est pas. C'est pour cela on dit en wolof ku dof dof lu ba dof ray la perte nga. Parce que dof kenn du ko tej. Pourquoi? Parce que le fou, il est inconscient. Est-ce que vous avez compris? Donc la conscience implique la responsabilité et la responsabilité implique la liberté. Oui. Nous supposons qu'on dit, quand on connaît l'identité de la philosophie. Oui. Par exemple, parce que tout à l'heure j'ai bien dit que donc, au niveau de la thèse, quand on dit oui, on doit conserver quand on dépasse. Mais dans ce cas, est-ce qu'on peut dire oui dans la thèse et non dans l'antithèse? Oui, et on donne les trois critères de la philosophie. C'est cela en l'utilisation de la raison, le tout de tout, c'est-à-dire l'esprit critique et l'envie des raisons. En même temps aussi pour l'antithèse, on dit on ne peut pas connaître l'identité de la philosophie par deux raisons. C'est-à-dire que les philosophies sont toujours en désaccord. Chaque philosophe donne une définition qui est valable à son époque. Quand on s'en époque, cette définition sera correcte. Très bien, pourtant c'est bien. Maintenant, à partir de là, d'abord, il faut comprendre l'identité. Et pour comprendre l'identité, il y a quoi? Date de naissance. Il y a nom de papa, nom de maman et nationalité. Et il faut donner tout en philosophie. Date de naissance de philosophie, c'est au 6e siècle, avant Jésus, ou en Grèce. Papa et maman. Poros et Peña. Poros, papa. Poros, papa. Et Peña, maman. Et Peña. Ça reste quoi? Hein? Adresse. Adresse mom, il y a deux adresses. Pour certains en Grèce, pour d'autres en Afrique. Maintenant, en argumentant, il faut donner tout. Maintenant, après, tu entres dans l'aspect physique. En parlant de quoi? La philosophie s'identifie par amour de la sagesse, par réflexion critique. Tout ça, c'est ça qu'on appelle
l'identité. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça qu'on appelle l'identité. Mais si je vous dis Poros et Peña, il faut se baser sur le texte de Platon, Banquet. C'est là où il parle de Poros et de Peña. Le philosophe, il est issu d'un couple, Poros et Peña. Donc Poros, le savant, Peña, l'ignorant. Donc il est issu entre ces deux. Oui. Oui, là-bas. Oui. Oui, sans l'État, la vie sociale serait-elle possible? Oui, ça dépend. Sans l'État, on ne peut pas parler de vie. Pourquoi? Parce qu'il y aura laxisme, il y aura l'anarchie, il y aura désordre. Et l'État est là pour régulariser. Si on se base sur Rousseau, sur les Montesquieu, oui. Mais si on se base sur les anarchistes, on peut vivre sans État. Parce que pour eux, l'État n'est pas nécessaire. C'est bon?